Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous pouvez être fiers de vous car vous avez décidé de vous réunir à plus de 1000 sur cette chaîne YouTube et pour ça, je vous en remercie. D'autant plus que les nombreux commentaires que vous laissez sous les vidéos sont extrêmement bienveillants et ça fait extrêmement chaud au cœur. Du coup, je vous en remercie moi du fond du cœur. Et c'est vrai que ces remerciements arrivent un petit peu en décalage, mais c'est normal, j'avais des vidéos d'avance. Mais ne vous en faites pas, je l'ai vu en direct lorsque le 1000e abonné a décidé de cliquer sur le bouton en activant la petite cloche, n'oubliez pas, pour les vidéos à venir. Eh bien, j'étais absolument ravi, ça m'a fait extrêmement plaisir, vous n'imaginez même pas à quel point. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à vous abonner pour faire grossir cette communauté avec des vidéos toujours plus horribles les unes que les autres, mine de rien. Et aujourd'hui, eh bien, on a une affaire particulièrement remplie de suspense, vous allez voir. Et je ne vous en dis pas plus parce que réellement, c'est digne d'un film et il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'histoire que je vais vous raconter. Donc nous, on plonge immédiatement dans notre récit, c'est parti. Direction les États-Unis en 1989, date à laquelle Mark Winger a décidé de poser le genou à terre pour faire sa demande à Donna Brown. Une demande en mariage qui semble être le paroxysme d'une relation particulièrement aimante entre Donna et Mark et qui permet aux deux, enfin, de sceller leur amour définitivement. Et il faut bien reconnaître que les deux tourtereaux partagent énormément de choses, y compris leur lieu de travail, puisque Mark est un ingénieur haut placé de la centrale nucléaire de l'Illinois. Et d'ailleurs, il gagne très bien sa vie, puisqu'il a un salaire annuel de 72 000 $ en 1989, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près 150 000 $ par an. Donna, quant à elle, gagne également bien sa vie, puisqu'elle est technicienne au sein de la salle des opérations de cette centrale. Certes, elle n'a pas le même salaire que son mari, mais tous les deux arrivent à vivre très bien en cumulant tout ça. Et même si l'expression « la vie n'est pas un long fleuve tranquille » semble vraie pour la majorité des gens, eh bien pour Mark et Donna, ça semble être l'exception qui confirme la règle. Finalement, pour combler Mark et Donna, il ne manque pas grand-chose, si ce n'est un enfant, pour enfin avoir un foyer complet. Et voilà qu'arrive la première ombre au tableau, puisque Donna ne peut pas avoir d'enfant. Une nouvelle très décevante pour le couple, mais qui passera outre puisqu'ils décideront d'adopter une petite fille prénommée Bailey en 1995. Comblée de bonheur, Donna décide d'aller présenter sa petite fille adoptive aux membres de sa famille en Floride. Ce voyage se passe très bien, tout le monde est ravi de rencontrer la petite Bailey, et au retour, il faut rentrer en passant par l'aéroport de Saint-Louis avant de prendre une navette et de rejoindre la ville où habitent Donna et Mark, Springfield. Il y a à peu près 1h30 de route entre les deux villes et une navette se charge de faire la transition entre les deux lieux. Et ce jour-ci, lorsque Donna décide d'utiliser cette navette, le conducteur de celle-ci s'appelle Roger Harrington, un jeune homme de 27 ans, fraîchement embauché par la compagnie puisqu'il n'a que 6 mois d'expérience. Et ce trajet, la nouvelle mère de famille s'en souviendra très longtemps puisque le jeune Roger Harrington n'hésitera pas à faire des excès de vitesse, à rouler de manière très dangereuse, mais également à exhiber son corps en public. Et tout ceci, bien entendu, en même temps qu'il conduisait. Qui a dit que les hommes n'étaient pas capables de faire deux choses en même temps? Bien entendu, Donna est très tendue pendant l'heure et demie de trajet durant laquelle Roger fait un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, elle n'hésitera pas à faire remonter à son mari l'expérience qu'elle a vécue. Mark, le mari de Donna, trouve ce comportement absolument exécrable et inapproprié pour un conducteur de navette. Il va donc faire remonter exactement tous les points que Donna lui a expliqués au patron de la compagnie pour essayer de faire virer Roger. Mark insistera même auprès de Donna pour qu'elle rédige une lettre résumant point par point les comportements très dangereux de la part de Roger. Malgré l'activité de Donna et de Mark pour essayer de faire comprendre à la compagnie qu'ils ont au sein de leurs effectifs un élément particulièrement dangereux, ils n'auront plus de nouvelles de cette affaire. Un mois plus tard, alors que nous sommes sur la fin de l'été, le 29 août, Mark est en train de s'entraîner sur des appareils de musculation au sous-sol de sa maison. Mais alors qu'il est en train de pousser de la fonte, Mark est dérangé par des bruits étranges et surtout un gros bruit sourd. Comme si des gens étaient en train de se battre dans sa maison ou que quelqu'un essayait de se débattre. Quoi qu'il en soit, ils étaient assez inquiétants pour que Mark se saisisse de son arme et monte à l'étage. Mark gravit les escaliers de manière très prudente et a le doigt sur la gâchette et sera prêt à tirer s'il le faut. Il ouvre alors très doucement la porte qui sépare le sous-sol du rez-de-chaussée de la maison et avance avec précaution jusqu'au niveau de la cuisine, là où les bruits ont été entendus. Lorsque la cuisine se dévoile aux yeux de Mark, la scène d'horreur à laquelle il assiste le paralyse littéralement. Donna est à genoux, surplombée par un homme, en train de lui mettre des coups de marteau sur le crâne. Et au moment où l'individu lève les yeux,
Mark, dans un réflexe presque automatique, abat celui-ci. Il explique qu'au moment de l'impact de la balle, l'homme qui était au-dessus de sa femme, lorsqu'il a été touché, s'est éloigné d'elle. Lorsque les policiers et les ambulanciers arrivent au domicile de Donna et de Mark, ils découvrent la scène macabre avec Donna gisant sur le sol, face contre terre dans une mare de sang, du sang justement qui recouvre également les murs aux alentours. Notez que l'arme du crime, le marteau, appartenait à Mark, puisque Donna le laissait souvent à l'entrée de la maison afin qu'il accroche des affiches sur celle-ci, et le marteau servait en réalité de rappel. Après quelques minutes sur place, Mark va demander aux policiers s'ils ont eu l'identité de l'assassin de sa femme. Les policiers vont lui répondre qu'il s'agit d'un certain Roger Harrington. Et oui, souvenez-vous, il s'agit là du jeune homme de 27 ans qui était le conducteur de la navette entre l'aéroport de Saint-Louis et la ville de Springfield. Celui-là même contre qui Donna et Mark avaient fait des remontrances auprès du patron de la compagnie. Les policiers découvriront également que ce même jeune homme avait harcelé la famille Winger avec des appels téléphoniques multiples. Et l'interrogatoire par les policiers de l'assassin ne pourra jamais avoir lieu, parce que même s'il n'est pas mort sur le coup après que Mark lui ait tiré dessus, il décédera quelques instants plus tard. Le destin fut similaire pour Donna qui avait réussi à survivre quelques minutes après les coups de marteau, mais après ça décéda également. Mark pense alors qu'il va être placé en détention, puisque même si selon lui, il estime avoir agi en état de légitime défense, il a tout de même tué un homme, et le temps de faire le clair sur cette histoire, il pensait aller en prison. Mais ce n'est pas le cas. La police va décider d'épargner ce supplice à Mark, lui qui a assisté au meurtre de sa femme en direct sous ses yeux. Et c'est précisément l'inspecteur Charlie Cox qui va fortement influencer cette décision, puisqu'il connaît Roger et était déjà intervenu à son domicile pour une bagarre entre lui et sa petite amie, une bagarre où il avait dû intervenir pour séparer les deux. Beaucoup d'autres agents d'ailleurs, pas seulement Charlie Cox, sont au courant des antécédents psychiatriques de Roger Harrington, et on sait qu'il est en proie à des crises de délire. Cette histoire va rapidement faire le tour de la ville de Springfield et même d'une partie des États-Unis. Mark Winger va devenir un véritable héros. Il évitera d'ailleurs définitivement toute poursuite lorsque le procureur de cette affaire décidera qu'il avait agi en légitime défense. Et cette affaire, qui pour l'instant semble somme toute banale, va-t-elle se terminer ainsi ? Il est vrai que Mark a le soutien de quasiment toute la population, la police, le procureur, même la famille de son ex-épouse décédée maintenant. Bref, Mark est un véritable héros. Pourtant, des gens contestent encore la finalité de cette histoire. Et ceux qui le font sont la famille de Roger Harrington, qu'ils ne considèrent absolument pas comme un meurtrier et demandent à la police de revoir cette enquête. Convaincus par l'ensemble des états de fait découverts et surtout des antécédents psychiatriques de Roger, la police ne réouvrira jamais cette enquête. Notez qu'après la mort de sa femme, Mark va toucher l'assurance vie liée à ce décès, d'un montant d'à peu près 150 000 $. Il va également toucher 25 000 $ supplémentaires d'un fonds d'aide aux victimes de crimes. Et il va utiliser une partie de cet argent pour embaucher une nounou afin qu'elle s'occupe de la petite fille, Bailey, âgée de 3 mois seulement. Rebecca Simic est la nounou engagée par Mark pour s'occuper de Bailey. Mais plusieurs mois après que Rebecca ait été embauchée, elle va finalement sortir avec Mark. Et précisément 15 mois après le meurtre horrible de Donna, Mark va épouser Rebecca. Mark abandonne tout ce qui a trait à son ancienne vie. Il va même décider de se convertir au christianisme, lui qui d'origine est de confession juive. Il devient très actif au sein de sa nouvelle église, va même agrandir sa famille avec 3 enfants supplémentaires en plus de la petite Bailey qu'il aura avec Rebecca. Mais un jour, Mark, de son propre chef, se rend au commissariat de Springfield pour étudier l'affaire de sa femme. Une affaire considérée comme close et définitivement bouclée, ce qui, après plusieurs visites de Mark, a finalement éveillé les soupçons de la police. Mais en réalité, Mark, s'il décide de consulter le dossier de sa femme, c'est pour une bonne raison. Il a en réalité la volonté d'attaquer la compagnie de navette qui avait embauché Roger Harrington. Vous le savez très certainement, mais aux États-Unis, lorsque des dommages sont causés, ils sont la plupart du temps réparés en millions de dollars, et c'est ce que Mark souhaiterait obtenir. Mais la compagnie de navette refuse catégoriquement de donner le moindre sou à Mark. Et pire que ça, elle va même engager sa propre enquête. Et ce n'est là que le plus petit des soucis pour Mark. Puisque dans le sillage de l'enquête de la compagnie de navette,
La police, elle, va réouvrir l'enquête également en 1999. Et au cours de leur seconde enquête, les policiers de Springfield vont interroger une femme prénommée Diane Schultz. Et cette femme n'est ni plus ni moins que la meilleure amie de Donna à l'époque. Et il est légitime de se demander pourquoi la police de Springfield s'intéresse à Diane Schultz. Bien en tant que meilleure amie de Donna, ils ont décidé de l'interroger et n'ont pas mal fait, puisqu'elle va reconnaître qu'elle avait une liaison avec Mark, et ce, à peine un mois avant la mort de Donna, et qu'elle ne s'était pas arrêtée avec le décès de sa femme plusieurs mois après. Eh bien, Diane et Mark continuaient leur relation. Mark lui aurait alors confié sur l'oreiller qu'il avait l'intention de mettre fin à son mariage et qu'il souhaitait élever Bailey avec elle. Et cela ne s'arrête pas là puisqu'il avait confié à Diane qu'il souhaitait tuer Donna et il lui avait demandé si elle souhaitait participer à ce meurtre. Et pour organiser ce meurtre, en plus de Diane, Mark avait pensé à Roger Harrington. Voilà les propos recueillis par la police auprès de la meilleure amie de Donna qui commence à mettre à mal notre ami Mark Winger, qui lui-même va reconnaître sa liaison avec Diane, mais ce sera tout. Mark se retrouve alors en très mauvaise posture, puisque dès lors, la police va commencer à s'intéresser à nouveau aux preuves matérielles. Ils vont reprendre les photos de la scène de crime pour analyser tout ça. Et ils vont mettre en parallèle de la scène de crime et des images qu'ils ont prises, les déclarations de Mark. Et là, il y a des choses qui ne collent pas. La position du corps de Roger sur la scène de crime se trouve à l'opposé de ce qu'avait déclaré Mark après lui avoir tiré dessus. Lors de la première enquête, il avait également été noté que Roger avait apporté avec lui, lorsqu'il a pénétré dans la maison du couple, une canette de soda ainsi que des cigarettes, ce qui semble hautement improbable lorsqu'on a prévu de commettre un crime aussi horrible. Surtout qu'il aurait donc décidé d'amener ces éléments et pas l'arme du crime, puisque je vous rappelle que le marteau appartenait à Mark. Enfin, la voiture de Roger Harrington, lorsqu'il a décidé de commettre ce crime, était simplement garée devant la maison, sans qu'il y ait aucune tentative de dissimulation. Et pour seul indice à l'intérieur, il y avait un post-it avec l'adresse de la maison du couple et une heure, 16h30. Le déroulement du crime, lui non plus, n'a ni queue ni tête, puisque Donna aurait ouvert la porte à Roger, ce qui n'a pas de sens lorsqu'on sait ce qu'elle a vécu avec lui dans la navette. En effet, aucune trace d'effraction sur la porte n'avait été relevée, et aucune trace d'effraction n'a pu être constatée sur les photos lors de la seconde enquête. Mais ce qui va définitivement mettre à mal la position de Mark Winger, ce sont les interrogatoires des colocataires de Roger, puisqu'ils vont expliquer qu'effectivement, Roger a reçu un appel de Mark Winger lui demandant de venir à son domicile. Et Roger lui-même, après la conversation téléphonique, confirmera à ses colocataires qu'il se rendait là-bas. Le témoignage du voisin de la maison de Mark Winger viendra enfoncer le clou, puisqu'il dira effectivement qu'il a entendu des coups de feu. Mais il ne déclare pas la même chose que Mark. Mark raconte qu'il a tiré 2 fois de suite sur Roger. Or, le voisin, lui, a entendu 2 coups de feu avec un laps de temps entre les deux. Toutes ces preuves accablantes lors de la seconde enquête indiquent clairement que Mark a comploté contre sa femme et avait décidé de la faire tuer à l'aide de Roger Harrington. Le but était bien entendu d'utiliser les antécédents de Roger que tout le monde connaissait pour en faire l'accusé idéal. En réalité, Mark a donc fait venir Roger, fait descendre Donna et a tué les deux. En 2001, Mark Winger est alors arrêté par la police et placé en détention, laquelle nécessitera 10 millions de dollars de caution s'il souhaite sortir de la prison. Et Mark va tout tenter pour sortir de là. Il va même faire appel à un promoteur immobilier, un ami à lui, qui a énormément d'argent et va lui demander de payer sa caution. Cet ami, bien entendu, va refuser. Tout au long du procès, Mark Winger ne cessera de clamer son innocence malgré les preuves accablantes de la seconde enquête. Il ira même jusqu'à faire une tirade devant le juge pour essayer de justifier de sa non-culpabilité. Et cela ne suffira pas et Mark Winger sera condamné à de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On remarque donc que cette histoire nous permet de tirer la conclusion suivante, il faut se méfier des apparences, puisqu'effectivement, un couple heureux ne signifie pas que l'un des deux souhaiterait tuer l'autre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, surtout en activant la petite cloche parce que, vous le savez, hein, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur le thème de l'horreur, du true crime, plein de choses. N'hésitez donc pas à liker et à vous abonner. Merci de m'avoir regardé. Ciao.